Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc toujours dans le même décor que les deux précédentes. Cette fois je me suis pas maquillée parce que confinement et je pourrais me maquiller juste pour filmer des vidéos. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture où j'ai donc mes 5 dernières lectures, enfin 5 de mes dernières lectures on va plutôt dire, à vous présenter. Donc je vais commencer tout de suite avec Ma raison d'espérer de Rebecca Donovan, publié chez PKJ dans la collection best-seller, où c'est le deuxième tome de la trilogie Ma raison 2, voilà. Où dans cette trilogie, on va suivre Emma qui s'est fait abandonner par sa mère lorsqu'elle avait 12 ans, je pense, enfin je sais plus. À un certain âge, elle s'est retrouvée donc, c'est chez le frère de son père, si je me souviens bien. Bref. Et donc nous on la suit au lycée, donc avec Sarah qui est sa meilleure amie. Et donc de là elle fait la rencontre de Evan et elle va tout de suite le repousser parce que vu tout ce qui se passe dans sa vie, elle n'a pas forcément besoin de rajouter une complication en plus. Complication à entendre ici une personne qui se soucierait d'elle en plus, parce que serait dans l'obligation d'expliquer ce qui se passe. Voilà. Et elle n'en a pas très envie. Ce que je comprends. Et comment dire. Et donc, donc voilà, Emma va être attirée par Evan, Evan va être attiré par Emma, et de là va se former une histoire d'amour assez compliquée, dans le sens où la vie de Emma est en elle-même très compliquée. Parce que il se passe pas que des choses très cool dans sa vie. C'est d'ailleurs un gros inconvénient de, enfin, la grosse intrigue de cette trilogie, je pense, c'est sa vie familiale, sa vie personnelle et le rôle que tout le monde va jouer dedans. Alors j'avais hâte de lire ce tome 2 parce qu'il se passait quelque chose à la fin du tome 1 qui m'avait donné très envie de lire le tome 2. J'essaie de le placer de manière qu'on voie, mais bref, voilà. Comment dire, ouais, qui donnait très envie de lire le tome 2, mais je l'ai pas lu dans la foulée. J'aurais pu, mais je l'ai pas lu dans la foulée. Et quand j'ai lu le tome 2, c'est pareil, Emma fait quelque chose à la fin. Donc dans le tome 1, c'est quelque chose qui lui arrive, c'est pas quelque chose qu'elle fait. Mais là, dans ce tome 2, c'est quelque chose qu'elle fait et qui me donne très très envie de lire le tome 3. Mais pareil, je l'ai pas lu dans la foulée. Alors je pense qu'il sera lu quand même assez rapidement pour dire d'avoir terminé une nouvelle saga en 2020. Parce que je pense que j'ai déjà terminé une des sagas en 2020, je sais pas. Je vais pas commencer, oui, ça c'est sûr. Mais terminé, je pense pas. Pas pour l'instant en tout cas. Mais ouais, donc ce livre c'est un coup de cœur en fait, comme le premier tome. Parce que je trouve que Emma est quand même quelqu'un de forte. On sent qu'elle veut vraiment s'en sortir avec tout ce qui s'est passé dans sa vie. Et puis en plus, voilà, comme j'ai dit, c'est pas quelque chose de très gai qui se passe dans sa vie. Et pourtant, on voit qu'elle a la volonté de s'en sortir, de laisser tout ça derrière elle. Et moi, c'est ce qui me plaît chez Emma. C'est ce qui me plaît dans cette trilogie. Ben, j'ai pas encore le troisième tome, mais on verra. Donc ouais, ce deuxième tome est un coup de cœur et j'ai hâte de pouvoir lire le troisième tome. J'ai ensuite lu Les pluies de Vincent Villeminot, où dedans, donc publié au livre de poche jeunesse, où dedans en fait on va vivre dans un monde où il y a de la pluie torrentielle depuis quelques mois, je ne sais plus combien à peu près. C'est dit hein, mais je sais parce qu'il y a des fois je lis 4 mois, enfin 8, voilà, c'est 8. Depuis 8 mois, donc à 4 mois près ça fait un an. Voilà. Où ouais, il pleut sans discontinuer, donc sans discontinuer pour ceux qui ne savent pas c'est sans pause, il fait que pleuvoir, pleuvoir, pleuvoir H24, 7 sur 7 depuis 8 mois, donc depuis le mois de juillet parce que l'histoire se passe en mars. Et bah, vous doutez bien que les océans, les lacs, les mers, tout monte en fait. Et ils ont fait des barrages, des parapets, voilà, tout pour retenir l'eau le plus possible. Sauf que au moment où l'histoire commence, Koch se rend compte que c'est sur le point de céder. Voilà, ils n'arrivent plus à contenir
l'eau en fait dans le dans je crois que c'est un lac, un fleuve, ouais. Bref, et de là, lui, il va vouloir attendre ses parents pour partir parce qu'ils vont se rendre compte rapidement que, ben, évacuation de la ville obligée. Voilà, alors lui va se retrouver avec Malcolm qui est son frère et va également être mêlé à toute cette histoire, donc en compagnie de Koch et Malcolm, Lou, Noah et Ombre. Donc Lou et Noah sont... Alors Lou a le même âge que Koch et Malcolm a le même âge que Noah. Voilà, et Ombre est un petit bébé de 8 mois quand l'histoire commence. Et il faut savoir que ben, eux vont devoir s'en sortir du mieux qu'ils peuvent quand ils vont se rendre compte que ben, leurs parents ne viendront pas les rechercher parce que ben, Cole va voir ses parents mourir devant lui, tout simplement, emportés sous le fleuve qui a monté, et ils vont trouver refuge sous le clocher qui est censé être le bâtiment le plus haut de la ville, donc celui qui mettra le moins de temps à être inondé. Voilà, ils espèrent d'ailleurs qu'il ne le sera pas avant qu'on vienne les sauver. Et donc de là va s'en suivre un peu une contre-la-montre de la survie, on va dire, parce que ben ils n'ont pas beaucoup de provisions, ils sont 5, sans compter qu'il y a le bébé, qu'il faut bien la nourrir, le bébé. Ils n'ont rien pour se changer non plus, ils n'ont pas de vêtements, rien du tout. Et donc de là, ils vont faire une course contre la montre de la survie, en espérant évidemment qu'on finisse par les trouver en haut du clocher avant qu'il soit trop tard, et qu'on les emmène dans un endroit sûr. Mais existe-t-il vraiment un endroit sûr dans un monde où tout a été ravagé par les pluies torrentielles? Voilà, et j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai eu du mal à me plonger dedans au début, c'est vrai, je vais pas mentir, j'ai eu du mal. Mais j'ai quand même bien aimé, voilà. J'ai bien aimé au final et j'ai hâte de lire le tome 2 pour voir ce que ça donne. Alors ce qui est bien, c'est qu'on va avoir une grosse partie, la troisième partie qui est épistolaire, donc par lettres, et donc c'est la partie qui prend le moins de temps à lire parce que ben c'est des lettres, donc forcément voilà, forcément quand tu lis des lettres, bah c'est tout de suite plus court que des gros chapitres, voilà, où il n'y a presque pas de narration en plus de ça, parce que il y en a, mais il y a beaucoup plus de descriptions pour ce qui se passe aux alentours d'eux, dans le monde, etc. Bon, ça me dérange pas quand il n'y a pas énormément de dialogue, mais bon, voilà, dans un sens, les descriptions nous permettent vraiment de visualiser le monde tel que ben, l'auteur l'a imaginé. Parce que du coup, on peut pas dire c'est une autrice qui s'appelle Vincent. Bref, donc moi j'ai bien aimé. Alors c'est pas un coup de cœur. Je pense pas que je pourrais avoir un coup de cœur sur un livre aussi post-apocalyptique, hein, clairement. Parce que oui, clairement, un monde ravagé par les pluies, c'est clairement apocalyptique. C'est l'apocalypse, en gros la fin du monde, pas telle qu'on peut l'imaginer, mais c'est quand même une fin du monde parce qu'il y a énormément de morts. Bref, et voilà, j'ai bien aimé, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai lu Kiss Me If You Can de Emma Green, donc qui est le tome compagnon de Love Me If You Can, parce que dans celui-ci, on va suivre Violette et Blake. Alors Blake qui est le cousin de Damon, Damon étant le protagoniste masculin de Love Me If You Can, et Violette étant la meilleure amie de Adèle. Adèle étant la protagoniste féminine de Love Me If You Can, voilà. Où Violette en fait va devoir passer un entretien d'embauche pour travailler dans le restaurant étoilé de Blake, voilà, parce que Blake a le Lenox Hill qui est étoilé, donc je pense qu'elle a 3 étoiles. Il me semble que c'est 3 étoiles. Et donc elle est la nouvelle pâtissière de là, mais elle va se retrouver attirée par Blake, sauf que c'est un peu, comment dire, c'est pas enemies to lovers parce qu'ils sont pas vraiment ennemis, mais disons que le courant passe pas très bien entre eux. Ils aiment se lancer des pics, ils aiment comment dire, ils aiment en fait ils aiment se détester, on va dire ça comme ça, parce que entre Violette et Blake ça ne passe pas forcément, et j'essaie de... C'est compliqué avec la fenêtre juste en face de moi, mais j'ai pas le choix. C'est le seul endroit lumineux autre dans l'appartement autre que le salon, et comme le salon il y a mon copain,
vivement que ce confinement soit fini, que je puisse refilmer mes vidéos dans le salon et que je puisse peut-être faire un effort au niveau... bref, on s'en fout. Ouais. Donc on va les voir se rapprocher tout doucement. J'ai l'impression que les choses vont quand même assez vite entre eux. Mais alors quelqu'un qui lirait juste ce livre penserait que oui, effectivement, ça va très vite entre eux. Sauf que ceux qui ont lu Love Me If You Can avant savent que c'est de longue date, Violette et Blake, que ils s'embrassent pas au bout d'une semaine de connaissance, parce que ça fait plusieurs mois qu'ils se connaissent, étant donné que ils se rendent compte grâce à à Adèle et Damon, donc forcément ça fait plusieurs mois qu'ils se connaissent. Violette n'irait pas travailler comme ça, enfin si elle pouvait autrement travailler dans un palace où elle connaît personne. Et donc on va se rendre compte que Blake et Violette ont vécu un truc assez similaire au niveau de leur ex amour. Voilà, donc lui avec son ex et elle avec son ex aussi. C'est assez similaire, mais la situation change pour un détail près, on va dire, chez Violette. Et ça va les rapprocher aussi, évidemment, et vont s'aider. Je t'ai remonté acide. Et ils vont s'aider à se reconstruire et à passer outre ça ensemble. Alors, il y a un truc qui se passe dedans où je dirais pas que c'était hyper prévisible, mais c'est un truc assez récurrent dans les romances en fait, là-dedans. C'était déjà arrivé, je pense, dans les livres d'Emma Green. Je pense que c'était déjà arrivé, je suis pas très sûre, mais je pense que c'était déjà arrivé dans les livres d'Emma Green. Donc à voir, mais dans tous les cas c'est un coup de cœur. Alors ça a failli pas l'être, mais c'est un coup de cœur quand même, parce que j'ai adoré l'histoire de Violette et de Blake. Et ouais, bah j'ai adoré, et c'est du Emma Green quoi. Voilà. Alors ensuite j'ai lu Charlie Davidson, le tome 3, donc troisième tome tout droit de Darrinda Jones aux éditions Milady dans la collection Bit Lit Poche, c'est ça? Ouais. Où dans cette saga on va suivre Charlie Davidson qui est donc Charlotte en gros, mais qui se fait appeler Charlie, et qui est détective privée, consultante pour la police et faucheuse. Donc pas la faucheuse du genre elle va voir les gens, c'est elle qui les tue. Non, en fait, faucheuse, elle sert plus de faucheuse portail que de la vraie mort en fait. C'est-à-dire que quand un défunt meurt, il la voit et il peut passer à travers elle, et de là, elle voit toute la vie du défunt défiler. Voilà. Donc elle sait ce que le défunt a fait, et son côté faucheuse, justement, c'est ce qui l'aide à régler ces cas en tant que détective privé, mais aussi en tant que consultante de la police, parce que quand tu es appelé sur un endroit où il y a eu un meurtre et que la personne le trouve, donc la personne morte peut te parler et te dire qui est son meurtrier, c'est beaucoup plus facile. Alors dedans on a une grosse intrigue, déjà dès le tome 1, concernant un certain Reyes. Voilà, alors ça se concrétise de plus en plus dans les tomes, encore plus ici, et aussi du côté de Charlie et de ce qu'elle est capable de faire en tant que faucheuse, évidemment, parce que oui, c'est une faucheuse, mais elle ne peut pas faire... Elle sait faire d'autres choses, sauf qu'elle ne le sait pas encore. Et donc dans chaque tome, donc en général, elle a l'intrigue Reyes, et elle a son truc son enquête de détective privé. Là, c'est comme dans le tome 2, c'est aussi une disparition, et on voit en fait qu'elle n'hésite pas à se mettre en avant pour ses enquêtes, mais aussi pour protéger ses amis, et voilà. Et moi c'est ça que je kiffe chez Charlie, c'est qu'elle n'hésite vraiment pas à se mettre en avant, à se mettre en danger d'ailleurs, parce que un tome où Charlie n'est pas à deux doigts de se faire tuer, je pense pas que ça soit possible. Bon, j'en suis qu'au troisième tome, mais dans les trois tomes elle a au moins failli mourir au moins une fois dans chaque tome. Voilà, ici aussi d'ailleurs. Donc voilà, mais ouais, c'est plutôt cool. J'aime toujours autant ce troisième tome. Même que je pense pas que la saga au final ça sera une saga coup de cœur, mais ça sera une saga que j'aime énormément. Ça c'est clair et net. Alors c'est pas d'habitude, c'est pas du tout mon genre de lecture, de lire de la bitlit, mais je me suis lancée. Je me suis dit que j'en avais marre de toujours lire la même chose, donc de la fantaisie, de la romance. Alors je me suis dit on va aller se tourner vers quelque chose qui a du succès, qui a beaucoup de critiques positives, et donc j'ai commencé par Charlie. Je vais pas commencer par la plus courte, certes, mais ouais, j'aime énormément, et j'ai hâte de voir ce que réserve le quatrième tome.
Et donc dernière lecture de ce bouquin, n'importe quoi, de cette update lecture, il s'agit de Et puis soudain succombé, donc Et puis soudain le tome 1 succombé de Laura S. White, publié chez Hugo Roman dans la collection Poche New Romance, où dedans on va suivre Lia Gomez, donc Amalia Gomez, qui a 24, oh je sais plus quel âge elle a, c'est chiant, je sais plus quel âge elle a. On dit pas quel âge elle a en fait, on dit juste qu'elle est jeune. Elle est décoratrice d'intérieur installée à New York en compagnie de Chris et Matt, donc Christopher et Matthew, qui sont ses deux meilleurs amis. Et il y a quelque chose, un lien qui les lie. Il y a quelque chose qui s'est passé, qui les lie entre eux et qui fait qu'ils ont une amitié très forte. Voilà. Mais il faut savoir que pour Lia, ça lui a toujours suffi d'avoir juste l'amitié de Chris et Matt et sans plus. Jusqu'au jour où elle va rencontrer Robin ou Robin. Je pense que c'est Robin. Moi je disais Robin, mais c'est peut-être Robin en fait. Bref, Robin, je sais pas vraiment. Et de là, elle va se rendre compte que ben oui, elle pourrait éventuellement laisser la place à l'amour dans sa vie. Mais il faut savoir que dès le début, j'ai eu du mal avec Robin. Je vais dire Robin, tant pis. J'ai eu du mal avec Robin. Voilà, j'ai eu du mal avec Robin, je sais pas pourquoi. J'ai vraiment eu du mal. Quand Lia se rapprochait de lui, je grinçais des dents parce que j'aime vraiment énormément Lia. On s'attache en fait à Lia, à ce qui s'est passé dans sa vie avec Christopher et Matthew, mais je sais pas, j'ai eu beaucoup de mal avec Robin. C'est encore le cas, j'ai encore du mal avec Robin. Peut-être que ça va s'améliorer dans les autres tomes, je ne sais pas. Alors ce livre n'est pas un coup de cœur, mais c'est vraiment pas passé loin. Ça m'aurait fait 3 coups de cœur en mars, ça fait un peu beaucoup. Mais bref, ouais, c'est vraiment pas passé loin du coup de cœur. Parce que, bon, on va dire que ce qui m'a un tout petit peu gênée, c'est le fait que l'autrice, en fait, dévoile le secret qui relie Lia, Matt et Christopher ensemble dans le tome 1. C'est un peu... Je rêverais qu'on l'ait dans le tome 2 ou vraiment dans le tome 4, en genre la grosse révélation du siècle. Alors, en soi, maintenant on le sait, on peut passer à autre chose, voilà. Mais ouais, j'aurais aimé ne pas le savoir aussitôt. Mais dans tous les cas, j'ai quand même bien aimé. Bon, j'ai quand même bien aimé Lia et Robin parce qu'on voit qui sont faits pour être ensemble, qui forment un beau couple en gros. Mais ouais, en dehors du fait que j'ai du mal avec Robin, je trouve que son couple avec Lia, c'est quand même pas rien. Et il se passe quelque chose à la fin qui me fait verser ma petite larmichette. Voilà, je le dis, je l'avoue, je n'ai pas honte de le dire. Qui m'avait versé ma petite larmichette en ce qui concerne Lia. Alors pas du tout en ce qui concerne Robin. Parce que l'épilogue est du point de vue de Robin, mais j'avais limite pas envie de le lire en fait, mais je l'ai lu quand même. Mais voilà, dans le tout dernier chapitre, du point de vue de Lia, les dernières lignes m'ont fait verser ma petite larmichette. Et pas seulement parce que c'est triste, mais également parce que je n'ai pas le tome 2 en ma possession. Ça, c'est moi avec ma nouvelle politique de je n'achète pas le tome 2 si je n'aime pas le tome 1. Hein, bon. Voilà, le seul problème c'est que j'ai pas le tome 2, on est en confinement, donc je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir l'avoir et ça me saoule. Voilà, ça me saoule parce que j'aurais peut-être perdu un petit peu l'envie de me plonger dans ma lecture du tome 2 quand je pourrais l'avoir. Donc voilà, donc c'est une très bonne lecture et j'ai hâte de pouvoir lire le tome 2. Déjà de pouvoir l'acheter, ça serait bien. Alors, ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye!